Bonjour Maître Anne Bouillon. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien dans cette salle des pas perdus du Palais de Justice où vous officiez de façon très régulière pour défendre notamment des femmes victimes de violences. On peut le dire, elles sont de mieux en mieux prises en compte, vous le dites vous-même d'ailleurs par la justice, même s'il reste encore beaucoup à faire. Mais est-ce que pour vous qui connaissez bien ces thématiques, il y aura un avant et un après procès Pellicot pour la justice ? On fait tout pour. Véritablement, on a tous et toutes envie aux places qui sont les nôtres et moi à ma place d'avocate très engagée aux côtés des femmes de ce que ce procès marque un curseur, soit un procès historique un peu comme cela a été celui de 1978 à Aix-en-Provence où Gisèle Halimi officiait. Vous dites d'ailleurs, il ne faut pas que ça reste un fait divers, c'est un procès politique, ça veut dire quoi ? C'est un procès politique parce que véritablement, il y a une dimension systémique qui a été mise en œuvre et mise en lumière dans ce procès-là. On l'a beaucoup dit, mais c'est utile de le rappeler. Ce sont des hommes dont on peut dire que ce sont des hommes ordinaires, exception faite de Dominique Pellicot, cela va sans dire. Mais finalement, tout le monde aurait pu retrouver un cousin, un voisin, un collègue de travail sur le banc des accusés. Vous dites c'est le procès d'hommes ordinaires. Le procès de la masculinité, on a pu entendre, ou de la culture du viol, ce qui a pu beaucoup choquer, parce qu'en fait, il faut bien le dire quand même, Anne Bouillon, tous les hommes ne sont pas des violeurs en puissance. Bien sûr, bien sûr. Tous les hommes ne violent pas, toutes les femmes ne subissent pas des viols, heureusement. Mais ce qui interroge, c'est comment est-ce que des hommes qui ne sont pas des monstres, et je crois qu'il faut vraiment se garder de la figure du monstre, qui est une figure d'altérité et qui précisément nous permet d'éviter ce que Gisèle Pellicot nous demande de faire, à savoir de nous regarder en face et de nous regarder dans un miroir. Comment est-ce que des hommes qui sont des hommes qui n'ont pas de pathologie avérée, qui ne sont pas des pervers au sens psychiatrique du terme, comment est-ce que ces hommes, dans ces circonstances-là, ont cru qu'ils n'avaient pas à s'empêcher ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que dans ces circonstances, avec un corps inerte de femme, endormie, mise à disposition par son époux, qu'est-ce qui, dans la tête de ces hommes ou dans la manière dont ils ont été éduqués, élevés, et pour moi le vrai problème, il est là, fait qu'ils sont crus autorisés à ne pas s'empêcher d'avoir accès à la sexualité de cette femme. Eh bien, je crois que la vraie question, c'est celle-là, et que nous résoudrons la question du viol lorsque l'on trouvera réponse à cette question-là, et lorsque, évidemment, vous m'avez comprise, on travaillera sur notre système patriarcal, notre rapport au corps des femmes, l'éducation que nous donnons à nos enfants. À nos garçons notamment, mais pas seulement. Mais pas seulement. Mais pas seulement, parce que vous avez parlé de la masculinité, le procès de la masculinité, nous pourrions interroger la notion de féminité aussi. Et qu'est-ce que nous inculquons à nos filles en termes de douceur, en termes de passivité, en termes d'acceptation de ce qui est tolérable et de ce qui ne l'est pas. Je crois que c'est tout ça qu'il faut que nous revoyions. Gisèle Pellicot nous demande de revoir nos logiciels et il faut passer au travail. La soumission chimique a vraiment été mise en lumière de façon très crue, très difficile par ce procès de Dominique Pellicot et des autres accusés, par une autre affaire aussi précédemment, c'est celle qui a mis en cause Joël Guerriau, le sénateur de Loire-Atlantique, face à la députée Sandrine Josso. Une mission d'information a été diligentée par les précédents gouvernements, elle devrait être reconduite par celui de François Bayrou. Qu'est-ce que vous en attendez d'un point de vue politique ? Réformer la loi et le code pénal, c'est déjà un premier pas tout à fait intéressant. Mais est-ce que c'est suffisant ? Réformer les pratiques hospitalières, c'est un pas aussi intéressant. Et la manière dont les hôpitaux vont être dotés de kits de détection... C'est en cours aussi. Absolument, mais ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que moi, j'ai des dossiers où, encore une fois, j'ai la conviction qu'il y a une soumission chimique, mais nous n'avions pas les instruments à disposition pour pouvoir le détecter. Donc, c'est le premier pas. Et évidemment, le pouvoir politique a un rôle crucial à jouer là-dedans. Moi, je suis toujours optimiste. L'avenir nous le dira. Vous avez raison, notre regard se tourne vers le pouvoir politique. Comment est-ce qu'il va se saisir vraiment de ces questions-là, au-delà des effets d'annonce? Comment est-ce que tout cela va infuser dans notre société jusqu'à celles et ceux qui assurent notre relève, à savoir nos enfants? Je suis assez réservée sur l'accueil qui est fait. Vous savez, les enfants doivent avoir 3 heures d'éducation à la vie sexuelle et affective
par an en France. Lorsque la ministre de la précédente mandature a voulu relancer ce programme-là, il y a eu tout de suite, corrélativement, une levée de bouclier. Pour autant, c'est ça la solution, hein. Le nerf de la guerre, il est là. L'éducation à nos enfants, la conversation dont nous parlions à l'instant, le respect de l'intégrité de chacun et de chacune. Et c'est comme ça que nous irons mieux collectivement. Merci beaucoup Anne Bouillon. Merci.